Lancée pendant la COP21 par la STEP, Société du taxi électrique parisien, Hype est la première flotte de taxis uniquement composée de véhicules électriques à hydrogène. Non polluants, silencieux, ces véhicules ont une autonomie de plus de 500 km et se rechargent en 3 à 5 minutes grâce au déploiement d'un réseau de stations hydrogène. L'innovation est aussi celle d'un service client de qualité, iPad et Wi-Fi à bord et une application dédiée à la mobilité zéro émission. Hype a déjà parcouru plus de 110 000 km et transporté plus de 10 000 personnes, qui ont ainsi pu découvrir dans les meilleures conditions les atouts de la mobilité hydrogène. Bonjour. Alors, merci pour eux. Bon, ce film vous paraît anodin parce que, bon, un taxi à Paris électrique, après tout, what's new? Mais en fait, ce qu'il y a derrière comme processus en marche pour réaliser cette transition énergétique est considérable. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous faire passer comme conviction aujourd'hui, c'est que ce changement d'énergie qu'on est en train de faire, c'est un moyen très intelligent de changer le monde. Pas uniquement l'hydrogène, plein d'autres sujets. D'abord, il faut prendre conscience de la cinétique de cette transformation. Si on prend les chiffres du GIEC en considération, il nous reste à peu près 30 ans d'émissions au rythme où nous émettons actuellement du CO2 dans l'atmosphère pour arriver à tenir les exigences de COP21. Donc en 30 ans, il faut complètement changer de modèle énergétique. Un autre moyen de voir les chiffres, ça c'est la vitesse, c'est de regarder la masse de ce qui est en jeu. Chaque année, on investit dans le monde entre 1000 et 1500 milliards de dollars pour continuer à approvisionner les besoins en énergie du monde qui croissent dans certains pays par l'effet de la démographie, de l'évolution du taux d'équipement des ménages dans les pays en développement. Et rien que ce petit delta, à peu près 2-3% par an, c'est plusieurs fois la capacité, ça correspond à plusieurs fois la capacité électrique installée française. Donc il faudra demain transformer ça complètement en renouvelable. Donc ça veut dire passer à plus de 1500 milliards d'euros par an d'investissement dans le renouvelable. Aujourd'hui, on est à 300 milliards, et même plus, puisqu'il faudra aussi réduire le stock de nos dépenses énergétiques, qui aujourd'hui est essentiellement fossile. Donc ça, c'est la partie dynamique. À côté, vous voyez que ça prend du temps d'arriver à se mettre d'accord. Ça fait 1 an qu'on a signé COP21, mais c'est toujours pas ratifié. Donc la dynamique des événements fait que la tension est forte. Donc si on y arrive, on va bien changer de monde. Et puis il y a des problèmes techniques qui ont déjà été évoqués ce matin par Gérard Mestralet, aussi par Julien, par Ned, notamment le fait que si on bascule sur des renouvelables, on va basculer sur une énergie primaire essentiellement constituée d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Le vent, le soleil, on maîtrisera un peu plus l'usage de la biomasse ou des déchets, mais ça sera une part assez faible du total de l'énergie dont on a besoin. Et cette énergie, on va devoir gérer son intermittence et être capable de la déverser dans tous les secteurs qui consomment de l'énergie, le résidentiel, l'industrie et les transports. Et donc il va falloir progressivement que ces secteurs, notamment les transports, qui aujourd'hui sont très dépendants des énergies fossiles, soient capables demain de devenir électriques et qu'on soit capable de leur donner de l'électricité quand ils en ont besoin. Les 2 paramètres qui vont permettre de faire ça, et sur lesquels je vais parler un peu plus pour illustrer la difficulté et les règles qu'il faut changer pour y arriver, c'est l'électron, la transmission par des lignes électriques de cette énergie aux bons endroits, et l'hydrogène. Parce qu'effectivement, l'hydrogène, comme l'a illustré M. Mestralet, est une molécule, pour les étudiants qui sont dans la salle, qui se trouve en haut à gauche de la classification périodique des éléments, donc la plus légère, la plus énergétique, la plus abondante, un potentiel absolument magique. Tous les films de science-fiction sont remplis de motorisation hydrogène. Bon. L'hydrogène est une molécule qui est déjà très utilisée dans le monde. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, les essences que vous utilisez dans vos véhicules sont des essences désulfurées, très propres, et c'est des essences qui ont été fabriquées par un apport d'hydrogène complémentaire aux coupes de pétrole qui arrivent dans les raffineries, parce qu'elles ne sont pas assez légères. Et si cet hydrogène qu'on utilise aujourd'hui pour fabriquer des essences légères était utilisé directement pour alimenter, comme on l'a vu dans ce petit film, des voitures électriques, on serait capable d'alimenter 250 millions de véhicules.
Donc en fait, on est déjà rentré dans la société de l'hydrogène, mais pour l'instant, on n'y est pas rentré en direct. L'intérêt de l'hydrogène, c'est donc qu'il permet, comme c'est une énergie secondaire, qu'elle ne trouve pas dans la nature facilement, et en général, elle déteste être seule, c'est une molécule qui s'associe avec l'oxygène, on la trouve dans l'eau, ou qui s'associe avec le carbone, on la trouve dans tous les éléments, tous les organismes, et notamment dans les hydrocarbures. Donc, si vous avez de l'énergie renouvelable et que vous pouvez stocker cette énergie quand elle est disponible et qu'il n'y en a pas besoin sous forme d'hydrogène, ensuite, vous avez vu, vous pouvez la réutiliser sous forme gazeuse, vous pouvez l'utiliser en la mélangeant avec du gaz naturel, vous pouvez refaire du gaz naturel et vous pouvez faire de l'électricité. Donc, effectivement, cela semble magique. Alors, vous allez me dire, pourquoi, si c'est magique, pourquoi il n'y a que 5 taxis à Paris hydrogène? Pourquoi j'ai réceptionné effectivement avec Air Liquide la première voiture électrique hydrogène de Toyota? On avait réceptionné il y a 3 ans les 2 premières de Hyundai. Ça va doucement. Alors, moi, mon métier, c'est donc de m'occuper d'ouvrir tous les nouveaux marchés du futur pour le groupe Air Liquide. Et donc je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi effectivement on est en train de changer de monde et pourquoi pour changer de monde c'est pas si simple, il faut changer un certain nombre de règles dans la manière dont on travaille. Et c'est un peu mon job. D'abord, pour arriver à lancer ces nouvelles technologies qui sont coûteuses, qui sont forcément plus compliquées que le fossile, on ne serait pas assez fou sur cette planète pour avoir pris du fossile si c'était plus cher que des technologies renouvelables. Aujourd'hui c'est plus cher, progressivement ça descend, mais aujourd'hui c'est plus cher. Donc, pour y arriver, il faut redonner une valeur au futur. Donc, il faut être dans des sociétés qui ont compris qu'il faut investir sur l'avenir. Et toutes les sociétés ne sont pas capables de le faire. Nous avons la chance, Air Liquide, nous avons la chance d'avoir un actionnariat avec 40% d'actionnaires individuels comme vous et moi, à qui nous devons des résultats dans la durée, mais qui, en échange de ça, nous donne de la confiance. Et cette confiance nous permet d'avoir du temps pour développer, en partenariat avec d'autres, des sujets qui, demain, seront des sujets clés pour le futur. Le deuxième élément qu'on doit donc redonner de la valeur au futur, redonner de la valeur au temps long. Le deuxième élément qu'on doit travailler, c'est d'aligner les étoiles. Il faut que l'intérêt, c'est ce dont Jacques Attali parlait, cette notion d'altruisme intéressé. Il faut que mon intérêt converge avec celui de la société et avec celui de l'ensemble des stakeholders, des parties prenantes de ce développement. Pour cela, il faut donc travailler en partenariat avec les autres acteurs qui veulent faire cette transition énergétique et il faut travailler avec les pouvoirs publics. On ne développe pas de solution de transition énergétique sans ce partenariat à 3. Aujourd'hui, il n'y a pas de station-service hydrogène au Havre, parce qu'il n'y a pas de voiture. Et pourtant, on pourrait, parce qu'on a de très grosses usines de production d'hydrogène, pas très loin. En plus, elles sont partiellement décarbonées, parce qu'on récupère le CO2. Donc on a ce qu'il faut. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il faut pour ça développer des partenariats avec les municipalités, avec la région, avec des constructeurs qui veuillent mettre des véhicules, ou avec des sociétés entrepreneuses comme la société qui a fait ces taxis, pour développer des flottes, et puis ensuite on peut mettre la station. Donc on arrive dans ces nouveaux mondes que si on développe des stratégies coopératives et non pas compétitives, et ça aussi c'est nouveau. Les logiques coopératives, ce n'est pas facile à monter. En Allemagne, on a créé une société commune avec 6 acteurs pour ensemble déployer 400 stations-service qui vont permettre aux constructeurs automobiles, Toyota, Hyundai, Honda, Daimler, BMW après, de mettre des voitures sur la route. Troisièmement, il y a des débats sur les technologies. Il y en a qui disent on pourra donner des Tesla à tout le monde et puis ce sera merveilleux. Je ne suis pas sûr que tout le monde sera capable de se payer des Tesla. Et puis faire des voitures à des prix compétitifs avec des batteries, il va y avoir un certain nombre d'endroits où ça va être plus difficile. Donc il faut porter le sujet en débat. C'est pour ça qu'on a décidé, avec Pascal Mathéo, de faire ce livre, pour expliquer les problématiques et les enjeux. Et puis enfin, on est dans un monde où les incertitudes sont multiples. Donc si on ne travaille pas avec un certain nombre de convictions extrêmement fortes, portées du plus haut niveau de l'entreprise jusqu'avec les équipes, et étalonnées par des expériences opérationnelles qui marchent les unes après les autres, si on ne porte pas ce combat-là, si on n'est pas mu par des convictions face à ces incertitudes, on n'y arrive pas. On a la chance, dans la société Air Liquide, d'être une société avec beaucoup d'ingénieurs qui travaillent les sujets assez précisément. Donc on a fait nos calculs, on a fait les équations, on a regardé les logiques systémiques. On sait
qu'un jour, demain, après-demain, dans les 10 années qui viennent, on ne pourra pas faire la transition sans l'hydrogène. Donc, patiemment, nous construisons le chemin pour que cela advienne. C'est aussi ça, la force des entreprises, quand elles ont les moyens d'acheter du temps pour développer ces technologies nouvelles. Donc, en fait, coopération, alliance, redéfinition des règles entre les pouvoirs publics et les entreprises pour industrialiser, les pouvoirs publics pour fixer les caps, les notions de prix du carbone. Donc, coopération, alliance, temps long, avoir des convictions, s'engager. Il y a deux autres choses que je voudrais partager avec vous et qui me semblent importantes dans cette transition, qui sont particulières. La première, c'est qu'on est dans un marketing un peu inversé pour la transition énergétique, parce que je suis désolé de vous le dire, mais vous n'aurez jamais de bénéfices individuels de cette transition si les bénéfices ne sont pas collectifs. C'est-à-dire que vous pouvez, chacun d'entre vous, acheter une voiture électrique, je serais ravi, une voiture électrique hydrogène, ce serait encore mieux, mais si tout le monde ne le fait pas, vous ne récupérez pas les bénéfices de ce que vous avez fait. Ce que nous montre le réchauffement climatique et la transition énergétique, c'est que nous sommes dans un état d'interdépendance fondamentale avec le voisin d'à côté, avec les îliens au milieu du Pacifique dont les îles sont à risque, mais surtout avec les générations futures. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui servira surtout aux générations futures. Donc le réchauffement climatique nous rappelle, et on l'a vu dans la méditation, que nous sommes en relation avec nous-mêmes et avec l'ensemble du monde vivant. Et la deuxième conclusion que je voudrais partager avec vous, c'est que la transition énergétique, je vous ai dit au début, on a un problème de temps. Il faut aller le plus vite possible. Mais le paradoxe, c'est qu'on a un problème de temps, mais l'enjeu, c'est de changer notre rapport au temps. On a passé le dernier siècle à développer des technologies pour réduire, écraser, maîtriser le temps. Accélérer le temps des récoltes, accélérer la capacité de joindre un point à un autre, accélérer l'accès aux informations et aux matières, accélérer l'épuisement des ressources pour tenir les besoins démographiques. Or, qu'est-ce que nous essayons de faire avec ces énergies renouvelables ? Nous essayons de développer des technologies qui nous permettront de nous adapter au temps de l'énergie qui nous est proposée par les énergies indéfiniment disponibles. Et donc derrière ça, l'enjeu, c'est bien d'arriver progressivement à retrouver un rapport au temps qui soit plus cohérent avec l'environnement qui nous entoure. L'hydrogène fait partie des solutions, mais ce n'est pas la seule. Je vous remercie. Merci beaucoup.